Mesdames et messieurs les conseillers, mesdames et messieurs les membres du jury, chers camarades de l'IHEST, les grands fonds marins entre exploitation et conservation. Lorsque cette question nous a été posée pour la première fois il y a 6 mois, elle nous apparaissait en domaine réservé aux spécialistes et à certains, à des rares passionnés. Et au fur et à mesure de notre lecture et de nos échanges avec les spécialistes, sont dressés devant nous progressivement un espace immense et passionnant. Notre questionnement portait au départ sur les ressources naturelles qui se trouvaient au fond marin, qui pourraient peut-être nous intéresser pour les transitions à venir, et surtout sur les impacts de leur exploitation potentielle. Mais très vite, on est arrivé à un premier constat que nos connaissances actuelles ne nous permettent pas de déterminer quoi conserver, quoi exploiter, ni quand, ni comment, ni pourquoi, ni pour qui. Alors qu'on est tous convaincus sur la nécessité d'engager des recherches et l'exploration, plus loin pour mieux comprendre les grands fonds marins afin de mieux les protéger et les valoriser. Alors, notre questionnement cherche à éclairer les véritables enjeux derrière cette nouvelle conquête humaine, cette quête de connaissances. Ces enjeux sont très complexes et à nécessiter une approche systémique. Et notre choix a été alors porté sur la compréhension des facteurs déterminants et des dynamiques sous-jacentes derrière ces enjeux, afin d'entrevoir les futurs possibles dans une démarche prospective de construction de scénarios. Et cette mise en perspective nous a permis d'élaborer une analyse critique des orientations prises par la France portées à notre connaissance à l'heure actuelle et à élaborer nos recommandations en tant que collectif citoyen avisé. Essayons de comprendre dans un premier temps les enjeux qui sous-tendent la question de l'exploration et de l'exploitation des grands fonds marins. Déjà, de quoi parle-t-on quand on parle des grands fonds marins? On parle de la zone des océans qui est comprise entre 200 mètres de profondeur, qui est la limite à laquelle la lumière pénètre, et 11 000 mètres de profondeur au niveau de la fosse des Mariannes. Cet espace, malgré des conditions extrêmement désagréables, 4 degrés, plusieurs centaines de fois la pression atmosphérique, une nourriture rare, est néanmoins très riche en vie. Et cette vie, elle est très diverse et répartie de manière très hétérogène à la surface des océans. C'est une des raisons pour lesquelles la connaissance de la vie au fond des océans est si mal connue. Cette vie, elle n'est pas complètement déconnectée de ce qui se passe à la surface et elle est connectée via toute la colonne d'eau, en particulier à travers l'apport de nutriments qui viennent du plancton et des animaux en décomposition. Les enjeux de connaissances biologiques rencontrent des problématiques liées à des questions économiques, en particulier les questions géologiques. Les principales ressources que l'on rencontre dans les grands fonds marins sont les nodules polymétalliques, les sulfures hydrothermaux ou les encoutements cobalt-diphthoïdes. On a aussi identifié quelques sources d'hydrogène naturel, mais il s'agit essentiellement de choses qui ont peu d'intérêt d'un point de vue économique. Actuellement, ce sont essentiellement les nodules qui concentrent l'essentiel de l'attention parce qu'ils sont riches en particulier en cobalt, en terres rares nécessaires à la transition énergétique. C'est en particulier dans la zone de Clarion-Clipperton, située dans le Pacifique Est, que se concentrent la plupart des études actuelles, mais on en trouve aussi en Polynésie française. La rentabilité économique de l'ensemble de ces gisements est encore à démontrer. L'exploitation minière des grands fonds marins induit aussi de nombreux risques environnementaux et écologiques, parce que l'écosystème dont on parle est un écosystème extrêmement important pour la planète, captation de 30% du CO2, régulateur thermique important et source de nouvelles molécules pour la santé éventuellement. Néanmoins, on ne sait pas actuellement quantifier l'impact d'une possible exploitation sur l'ensemble de cette biodiversité. C'est l'Agence internationale des fonds marins, l'AIFM, qui est responsable de la régulation des zones et des activités menées au fond des mers
au-delà de la zone économique exclusive des États. Elle est actuellement l'objet de pression importante, puisque en particulier, ce sera elle qui sera responsable de la redistribution des revenus, s'ils existent un jour, de l'exploitation des grands fonds marins dans la zone internationale. Finalement, les grands fonds marins sont aussi un terrain de rapport de force au sens propre. Ceci est lié à la criticité des infrastructures qui s'y trouvent, si on pense par exemple aux câbles Internet qui les parcourent, ou des engins qui évoluent, si on pense aux sous-marins nucléaires en cet engin. Au fond, le concept de guerre des grands fonds est réellement a une réalité tangible. Ainsi, les enjeux de défense rejoignent les enjeux scientifiques abordés au début de cette partie et peuvent se résumer dans une phrase d'Édouard Philippe. Ce qui n'est pas surveillé est visité, ce qui est visité est pillé, et ce qui est pillé finit toujours par être contesté. Alors, derrière ces enjeux complexes, quels sont les facteurs déterminants? Nous avons identifié plusieurs et nous les avons regroupés en 6 axes. Le premier axe, marché, qui regroupe essentiellement les dynamiques entre l'offre et la demande en métaux critiques, surtout les métaux critiques pour les transitions énergétiques. L'axe écologique regroupe nos connaissances scientifiques sur l'écosystème des grands fonds et l'interaction entre ces écosystèmes avec l'écosystème global. L'axe technologique regroupe les développements qui nous permet d'explorer et expérimenter, réaliser des expérimentations dans les grands fonds marins. Les 3 prochains axes, et plutôt sociaux, l'axe géostratégique porte sur la volonté, mais aussi les capacités des États à surveiller et à contrôler l'accès aux ressources qui se trouvent au grand fonds. L'axe juridique porte sur les forces d'influence et normatives dans les instances internationales comme l'Autorité internationale des fonds marins, par exemple, mais aussi des forces qui se trouvent dans les échelles territoriales qui permettent, susceptibles de mobiliser la société civile et bloquer certains projets, même étatiques. Et enfin, la dimension éthique qui regroupe l'ensemble des valeurs et des principes du bien agir des acteurs décideurs dans les grands fonds marins qui sont considérés aujourd'hui comme le dernier lieu préservé de notre planète. Et en mettant en perspective les évolutions de ces dynamiques, nous avons pu entrevoir le futur au travers de 4 scénarios contrastés. En premier scénario, que nous appelons business as usual, un scénario tendanciel, qui est caractérisé par une dynamique dominante de 3 forces technico-économiques et juridiques. Le deuxième scénario est un scénario idéal que nous appelons One Head, One Ocean, qui est caractérisé par une harmonie des forces quelque part autour du concept du grand fonds marin comme le patrimoine commun de l'humanité. Le troisième scénario est un scénario conflictuel qui est appelé out of control et qui est caractérisé par des dynamiques non maîtrisées des forces économiques d'un côté et des forces géostratégiques de l'autre côté. Le grand fonds marin dans ce scénario sera un nouveau Far West. Et le dernier scénario que nous qualifions comme scénario de transition possible ou de métamorphose, on appelle out of the box, qui est caractérisé par un dialogue, en dynamique de dialogue, de coopération et d'alliance stratégique qui permet de dépasser les silos sectoriels, disciplinaires et territoriaux, et qui permet d'un côté d'accélérer les recherches scientifiques pour atteindre les consensus, surtout sur les conditions
conditions à ne pas franchir pour exploiter éventuellement, mais surtout de conserver les grands fonds marins. Et de l'autre côté, d'établir ou accélérer les développements technologiques permettant de protéger cet espace. Et la prise de conscience éthique de l'ensemble des acteurs décideurs œuvrant dans les grands fonds marins serait, dans ce scénario, un facteur de convergence essentiel. En conclusion, il est urgent pour toutes et tous de prendre des décisions. Pour la France en particulier, il y a des échéances à venir qui concernent le devenir de la zone française, la partie française de la zone de Clermont-Clipperton. En fait, il y a 3 choix possibles. Le premier choix, c'est de demander l'extension pour 5 ans des droits d'exploration. Le deuxième choix, c'est de se mettre maintenant à l'exploitation, ou enfin de rendre la zone à l'AIFM pour qu'elle le donne à un éventuel repreneur. Dans le même temps, la France se lance dans une nouvelle stratégie nationale d'exploration et d'exploitation des ressources minérales dans les grands fonds marins. Nous avons réussi à proposer un certain nombre de recommandations qui nous permettraient peut-être d'éviter le scénario out of control. Tout d'abord, il est nécessaire de construire une vision stratégique à long terme de la France avec des acteurs de la société civile et des acteurs locaux et ne pas laisser uniquement les acteurs du monde technico-économique décider du devenir des grands fonds marins. Il faut ensuite centrer la stratégie de la France sur la connaissance scientifique afin de faire émerger un consensus qui permette de fixer les limites acceptables d'une éventuelle exploitation. Dans ces conditions, uniquement, le soutien à un moratoire conditionnel à l'exploitation à court terme prend tout son sens. Nous avons 3 autres recommandations à faire. Tout d'abord, développer un plan de gestion responsable et exemplaire des ressources qui s'appuie sur des conventions citoyennes afin de ne pas avoir à rendre l'exploitation des grands fonds marins absolument inéluctable. Il faut aussi soutenir la création d'une filière rentable et compétitive d'exploration qui s'appuie sur des technologies polyvalentes qui permettent en particulier d'amener des compétences développées pour le bateau spatial, mais aussi pour les grands fonds marins. Ensuite, nous souhaitons que la France et l'Europe soient totalement impliquées dans une démarche qui s'appuie sur une stratégie d'alliance et de coopération, ce qui passe vraiment dans un investissement plein et entier dans toutes les instances internationales. Voilà, cette aventure, elle nous concerne tous. Elle concerne tous les habitants de la planète, mais elle ne sera souhaitable que si elle est utilisée. Je vous remercie pour votre attention. Merci. Donc, comme tout à l'heure, nous vous invitons à rejoindre l'avant-scène pour les questions du jury et donc des membres du CESE. François Paton. Moi, le scénario qui me fait le plus peur, en fait, c'est le business as usual. Parce qu'on voit bien toujours tenter de rien faire. Donc, quelle recommandation forte vous auriez pour éviter celui-là, si on était en ordre de priorité? Et puis, par rapport à ce que vous avez dit à la fin, je me demandais si vous aviez regardé quelles sont les positions, en particulier sur la zone Pacifique, là, de l'ensemble des pays européens. C'est-à-dire, est-ce qu'il y a un événement quand on dit qu'il faut que la France, l'Europe, etc., c'est un peu global. Si jamais vous avez une idée de quelle est la position européenne sur l'affaire. Merci. Ça marche? Oui, je vais essayer de répondre à la première question qui concerne comment on peut éviter le business as usual qui est le plus probable au fond. Et je pense que la stratégie qui est quand même en place, nous pensons exactement que la stratégie d'une sobriété raisonnée qui est un moyen d'avoir à éviter d'aller vers une exploitation débridée des grands fonds marins. C'est vraiment des choses qui concernent finalement plus des choix de société globaux que des choses qui concernent uniquement les grands fonds marins.
puisque la pression est forte. Ce qui apparaît, c'est que la pression est forte sur les grands fonds marins, parce que les moteurs économiques de la demande peuvent conduire à y aller en quelque sorte. Et c'est en quelque sorte le business as usual, le fait de continuer comme ça. Donc c'est une prise de conscience de la société qui peut éviter ça, et elle est globale, ce qui rend sa chose extrêmement difficile. Bonjour, Connie Capu, je suis la déléguée générale de l'AFPC, qui est l'Association française des pôles de compétitivité. Pour moi, ce qui est aussi notable dans le scénario business as usual, c'est une forme de repli des États sur eux, avec une préoccupation de souveraineté et donc pas de partage des connaissances. Donc, une des recommandations aussi pour éviter ce scénario, c'est de favoriser les échanges, et ce qui est complexe, entre les pays, et notamment les complexes des échanges sur le savoir qu'a chaque pays, puisqu'il y a un vrai risque que chacun se renferme et ne partage pas son savoir. Juste pour compléter cette question-là, mais en tant qu'industriel, derrière les industriels, ce sont aussi des hommes et des femmes qui prennent des décisions. Et aujourd'hui, les premiers signaux qu'on a vus, par exemple chez les grands constructeurs automobiles, comme Tesla, comme Volvo, comme BMW, qui s'engagent à ne pas consommer, ne pas utiliser les matériaux issus des grands fonds tant qu'il n'y a pas de garantie d'une exploitation soutenable, est un signal qui peut vous dire de loin, et derrière, c'est aussi la pression des consommateurs, parce que il n'y a pas de sens d'aller exploiter quelque chose pour servir une cause, mais qui dégrade d'autres causes. Pour compléter, Sophie Muller, assistante en énergie renouvelable à la Caisse des dépôts, il faut retenir du scénario qui paraît aujourd'hui très idéal de One Health deux axes vraiment très très forts, c'est la gouvernance et la science. Donc le sujet impose une coopération entre les États, et pas seulement au niveau étatique, mais aussi au niveau de l'appropriation des populations pour faire vivre une gouvernance locale et exercer cette pression, puisqu'il y a quand même différentes réalités de la mer à travers le globe. Et la science, c'est je sais que je ne sais rien, donc c'est tout d'abord développer de la recherche pour connaître, mais partager les résultats. Et là, il y aurait certainement matière à inventer un GIEC des fonds marins, de façon à pas contrôler la sphère économique, mais la conseiller et arriver à faire peut-être une alliance entre les deux scénarios out of the box qui ont les ressources de l'économie et de la recherche et du monde technologique, et One Health, mais en subordonnant quand même à la question des impacts et de la préservation du vivant pour éviter les conséquences irrémédiables. Et sur la partie européenne, aujourd'hui, il n'y a pas vraiment de coalition, il n'y a pas vraiment de consensus sur ce sujet au sein de l'Europe. Le sujet commence à être abordé, mais on n'a pas trouvé de volonté forte. Les autres sujets de transition étant prioritaires et étant abordés, c'est un sujet relativement nouveau. Vous avez plusieurs micros qui fonctionnent avec la régie. Laurent Micoin, je suis directeur de recherche au CNRS. Je vais aussi compléter la réponse sur la deuxième partie. Les analyses des stratégies des pays, elles ont été faites au niveau mondial, on voit ça dans certains rapports. En gros, il y a plusieurs stratégies. Certains pays n'ont pas de ressources, qui sont extrêmement intéressés à aller exploiter les fonds marins. Vous avez d'autre part des pays qui ont des ressources minières terrestres, qui s'y intéressent aussi, mais plutôt pour une question de maîtrise du coût. C'est-à-dire, en gros, l'exploitation va dépendre du coût des métaux, et donc il y a une nécessité de maîtriser ces coûts. Et puis, vous avez des pays qui sont intéressés simplement par les nouvelles connaissances, je dirais,
dirais que la question qui a l'air de plus intéresser l'Europe, c'est plutôt un peu la pêche, qui est quand même relativement conflictuelle, que le problème des fonds marins, où finalement, assez peu de pays ont une zone économique exclusive avec des océans, enfin des zones importantes. Effectivement, la France, avec en particulier tout ce qui est les territoires ultramarins, a plutôt un intérêt très fort dans cette question. Je pense que nous allons prendre la question de Xavier Gilles, qui est membre également du jury. Vous avez abordé à juste titre, mais assez brièvement, la question de la défense. Pouvez-vous décrire un peu plus quels sont les enjeux, les risques et surtout vos préconisations, notamment de concertation internationale, sur les éventuels traités et dispositions qui seraient à imaginer pour que les fonds marins restent un enjeu limité de défense. Bonjour. Oui, ça marche. Bonjour à toutes et à tous. Frédéric Forin, je travaille à l'Institut de recherche criminelle de la gendarmerie nationale. Au niveau géostratégique, il y a 3 enjeux principaux. Le premier, c'est de savoir ce qui s'y passe. Le deuxième, c'est pouvoir y intervenir. Et le troisième, c'est de protéger ce qu'on y passe. Alors c'est vrai qu'effectivement, le sujet le plus sensible, le plus connu, c'est la préoccupation concernant les câbles sous-marins. À l'heure actuelle, il y a environ 400 tronçons qui représentent un peu plus de 1 million de kilomètres, dans lesquels transitent 97% de l'information numérique. Et lorsqu'on sait que un peu plus de 90% des données numériques qui concernent l'Europe sont situées sur des serveurs, notamment aux États-Unis, on se rend compte que la maîtrise de l'information en termes d'écoute, en termes d'atteinte, de rupture, on l'a vu au moment de la Première Guerre mondiale, on a vu aussi dans l'élection de la Crimée en 2014, les coupures de câbles sous-marins pour freiner les communications. Donc il y a un vrai enjeu de savoir protéger ce qui se passe. Pour savoir protéger, il faut savoir comment maîtriser. Il y a un but du ton des chasseurs alpins qui maîtrisent l'eau, maîtrisent les bas. Au niveau des grands fonds marins, c'est plutôt l'inverse, c'est-à-dire ceux qui maîtrisent le fond, maîtrisent tout ce qui se passe dessous. Le milieu marin est très complexe en termes de détection, en termes de propagation des ondes, en termes d'écoute. Et à l'heure actuelle, pouvoir y poser des capteurs pour savoir ce qui évolue à la surface et au-dessus, un enjeu stratégique majeur. C'est d'ailleurs pour ça que la principale force de dissuasion, c'est les sous-marins qui naviguent dans ce milieu un petit peu opaque et dont on sait assez peu de choses. L'intérêt pour y intervenir, c'est aussi qu'il suffit de retrouver des choses qui coulent. Ça peut être des satellites, ça peut être des sous-marins qui sombrent. Et pouvoir accéder à une technologie étrangère, parce que le pays qui a le sous-marin en question n'est pas capable de récupérer ses propres matériels, c'est effectivement encore là une fois un enjeu majeur. Donc la phrase d'Edouard Philippe qui résume le côté entre l'outillage et la surveillance, c'est quelque chose qui s'applique effectivement. Et les enjeux, enfin, les grands fonds marins, on parle beaucoup de cyberespace pour des enjeux géostratégiques et de conflictualité. Les grands fonds marins, ça fait partie de ces zones de conflictualité potentielles majeures. Bon, je crois que vous avez abordé les questions de fond avec beaucoup de compétences. Les questions de surface vont laisser un peu sur la fin, parce que vous évoquez à plusieurs reprises les acteurs de la société civile, les résistances opposées dans le débat exploitation-conservation, mais vous n'avez jamais vraiment précisé la manière dont sont présentés les termes du débat. Vous évoquez même à un moment donné, je crois, une conférence de consensus, mais la conférence de consensus reste très très abstraite. Alors je voudrais avoir un peu plus de lumière là-dessus. Et puis une question très factuelle. Vous écrivez à un moment donné la possibilité d'exploiter les fonds marins a conduit l'Europe à financer l'exploration de ces espaces dans les années 2025-2035. Je n'ai pas compris du tout le sens de la phrase. Est-ce qu'il y a une coquille dans les années donc voilà, c'est vraiment une question de compréhension. C'est page 48 dans votre mémoire. Possibilité d'exploiter les fonds marins a conduit l'Europe à financer l'exploration de ces espaces dans les années 2025-2035. Sur ces années-là, c'est un des scénarios dont on se projette dans l'avenir. On se projette dans l'avenir au travers des 4 scénarios.
Et on part du principe que dans le scénario décrit, on verra sur l'exploitation. C'est vraiment dans le prospectif. Thomas du CEA, je voulais préciser la partie notamment qui concerne l'implication des populations dans les choix qui vont être faits, puisque on s'est aperçu aujourd'hui que l'exploitation était, en fait, les technologies sont mal comprises, et ce qui se passe au fond de l'eau, on ne le voit pas. Lorsqu'on le voit, c'est trop tard. Et donc, l'impact de l'exploitation peut être très fort en termes de pollution, notamment de population, par exemple en Polynésie. On a vu d'autres cas un peu similaires avec l'industrie pétrolière et autres, où finalement on s'est aperçu du problème beaucoup trop tôt. Donc aujourd'hui, les grands fonds marins, pour résumer, c'est un débat de spécialistes, on a énormément de spécialistes. Il faut porter, je pense, les connaissances de base, mettre la lumière sur les grands fonds marins, sur les enjeux, avec les populations locales, pour que les décisions soient partagées et partager l'expertise. Moi, je pense que c'est un des points assez majeurs qu'on a mis en avant dans le rapport. Et là, on peut imaginer donc des décisions qui prennent en compte les risques, puisqu'il y a énormément de risques aujourd'hui. Bonjour, Clément, David, psychologue. Ça nous amène aussi à nous poser la question des usages locaux et là, des débats d'experts, c'est-à-dire quels sont les usages et les pratiques des populations locales, notamment si on parle sur le plan éthique du besoin de se nourrir, du besoin aussi de justice sociale et économique, et on a bien vu que les fonds marins, tout était connecté, quel impact sur la pêche, par exemple, des populations. Si on prend la zone de Clarion, on a vu que les populations insulaires sont nombreuses et les acteurs étatiques sont nombreux aussi. Si demain c'est le Far West là-bas, qu'en est-il de ces populations et comment on permet à cette justice sociale et économique, et donc ça prend en compte aussi par rapport à ces populations. Patricia Fernandez, chef d'établissement scolaire. Sur ce sujet, il faut compléter le fait que ces populations qui vivent de l'océan et globalement de la mer nourricière, mer matricielle, avec toute la mythologie qu'il y a autour, avec toute, on est sur des enjeux complexes où le culturel se mélange au culturel, le sociétal, à l'environnemental, mais aujourd'hui, le débat du fond marin est, on va dire, complètement masqué par celui de la montée des eaux. Et donc, pour les populations en question pour lesquelles ça ne fait pas consensus, si on prend le cas de la Papouasie-Nouvelle-Guinée, ils ont investi massivement pour aller exploiter les fonds. A contrario, le Vanuatu, Fidji, eux, ils veulent le préserver. Ils demandent à l'ONU de se positionner. Mais quoi qu'il en soit, aujourd'hui, ce n'est pas les fonds qui prennent la priorité sur le débat, c'est la surface. Et en termes d'amélioration de l'acculturation de la population civile, je dirais, on pourrait imaginer de créer un jeu. Parce que le sujet est suffisamment fascinant pour déjà apporter le minimum de connaissances de qu'est-ce que sont les fonds marins et voire même imaginer des stratégies dans un jeu. Ça peut être l'énigme avec un aspect peut-être digital aussi pourrait être un vecteur. Peut-être juste une dernière chose très courte. Il y a une chose qu'il ne faut pas que l'on perde de vue, c'est qu'on imagine toujours ce qui est vrai, que la France est une grande puissance maritime, et la puissance maritime est liée à une zone économique qui est extrêmement loin des côtes de là où se fait la richesse, de là où habitent les gens. Et donc, demander à des gens de sacrifier leur imaginaire, leur milieu, pour que nous, très loin, on vive mieux et on conteste, etc., ça demande de discuter avec les populations locales sur quelles sont les retombées positives et négatives pour aller local. Nous allons passer à la question suivante. Rosette, c'est là. Oui, merci pour cet exposé que j'ai beaucoup apprécié et très vivant et très dynamique. Alors, ma question, vous parlez d'une nouvelle stratégie nationale qui réunit le ministère, et en même temps, quasiment une page après, votre principale et la première proposition, c'est que vous proposez qu'il y ait une vision stratégique. Est-ce que c'est votre façon d'appuyer ce nouveau plan? Est-ce que c'est
fondamentalement, après tout ce que vous avez vu, c'est parce que vous êtes sceptique. S'il y a un plan stratégique qui est réuni du ministère, c'est qu'il y a quelque chose qui va se faire. Or, vous le proposez aussi comme une première recommandation. Est-ce que c'est votre façon collectivement de dire on soutient ça? Ou est-ce que, au fond, c'est votre façon de dire oui, il y aura une nouvelle stratégie, mais on n'y croit pas trop et on la repropose quand même? Sur la perspective, il y a un élément important, c'est le lancement de France 2030. Et en particulier, vous pouvez regarder le discours du président Macron, il présente les 10 grands axes majeurs, dont le 10e qui est l'exploration de l'espace et des fonds marins. Il parle d'exploration, pas d'exploitation, comme étant une nouvelle frontière à pas de côté. Sur le plan France 2030, il y a 30 milliards d'investissements. Sur les fonds marins, vous avez 300 millions. Donc c'est 1%. Vous m'entendez? De compléter. En fait, on constate qu'il y a une volonté de l'État qui est là, au travers du plan, et qui est d'ailleurs pas construit comme ça, de zéro. Il y a un grand travail mené par le CGMR pour commencer à proposer une nouvelle stratégie France 2025-2030. Le CGMR a reconnu même, il y a 2 mois, l'erreur tactique, qu'il qualifie comme tactique, de positionner ce sujet-là d'abord sur les questions de ressources, l'accès aux ressources, alors qu'il a tout de suite entendu que la société civile n'était pas du tout favorable, même les entreprises n'étaient pas du tout favorables à cet appel-là. Et il y a quand même déjà une première prise de conscience, de rectification de tir du CGMR, de dire en fait l'enjeu d'abord c'est de comprendre et partager les connaissances sur l'écosystème et sur les services écosystémiques des grands fonds qu'on connaît très très peu. Et donc il y a quelque part dans la trajectoire, il y a une première prise de conscience. Maintenant, il y a un choix aussi de l'État de consacrer pas mal d'efforts dans le développement technologique polyvalente avec la défense. Et je pense que nous pensons que c'est un choix intelligent parce qu'on a une filière compétitive, on a des connaissances et des compétences, mais il faut aller au-delà dans des premiers projets vitrines financés par l'État. Il faut aller chercher une filière beaucoup plus durable et derrière ça veut dire économiquement compétitive et durable. Et de toute façon, les grands fonds sont tellement immenses qu'on ne peut pas agir seul. La France ne peut pas agir seule. Il faut aller chercher les alliances dans les pays qui partagent les mêmes valeurs que nous. Et ça, à tous les niveaux, au niveau de recherche, au niveau industriel, au niveau juridique et stratégique. Et ça, je pense qu'il nous manque quelque part auprès de l'État, quelqu'un ou en comité comme le CESE, par exemple, de les modérer, de conseiller et à chaque fois de ressortir justement des visions silos pour remettre l'enjeu global des grands fonds pour l'humanité qui est bien là. Une dernière question. Merci beaucoup pour cet exposé. Vous avez répondu à toutes mes questions et je voulais vous poser une autre. Vous avez d'avoir découvert beaucoup de choses en faisant cet atelier. Vous avez bien dit pourquoi les enjeux sont masqués par d'autres problématiques, les eaux, la grande surface, la pêche, etc. Et en même temps, on sent bien l'importance de ces enjeux. Quels seraient, selon vous,
suis pas certaine que ce soit un sujet que nous ayons travaillé, mais je me sens envie de répondre. Plus tôt dans l'année, nous avons fait une présentation à nos corrélégionnaires auditeurs de l'IHEST et nous avions choisi comme angle d'attaque, toute la mythologie et toute cette histoire commune que nous avions autour de Jules Verne et de 20 milieux sur les mers. Et alors, en fait, depuis lors, quand je parle à mes amis, à mes proches, aux élèves du collège que je dirige, de ce travail que nous menons et de toutes ces découvertes que je fais, on en revient toujours à ce point de départ, ce que nous avons en commun. Et ce qui fait bouger les gens, c'est ce que nous avons en commun. Le Covid nous l'a montré. Pour une fois, la planète s'est alignée autour de quelque chose qui nous faisait peur à nous tous. Et nous connaissons les vecteurs de changement, la peur, le plaisir, et j'en passe. Bon, et nous les connaissons. Nous avons ça en commun, cette culture commune. Alors, cette culture commune, je ne suis pas certaine que tout le monde est d'un milieu sous les mers, quoique ça mériterait d'être vérifié, mais nous avons ça. Cet amour de l'eau, de cet inconnu, de cet océan qui procure plaisir. Je pense que c'est peut-être un levier, mais je n'ai pas consulté mes camarades du groupe Les Fonds Marins. Je remets la question d'un jeu qui peut paraître comme ça un petit peu anecdotique, mais si on fait prendre une dimension Internet, très vite, ça peut produire des fruits. Si on peut faire le parallèle avec ce qui s'est passé pour le spatial, on voit que pour le spatial, on a réussi à intéresser la population à des choses qui sont lointaines, qui sont sur des concepts qui peuvent même des fois s'expliquer en tout temps de trou noir, des choses comme ça. Et en fait, sur les fonds marins, on n'est pas du tout à ce niveau-là. Et clairement, c'est certainement la direction vers laquelle il faut aller, c'est-à-dire d'être capable même d'émerveiller simplement, mais de communiquer en fait sur toutes ces choses qui se passent au fond de l'eau jusqu'à il y a 200 ans, c'était la République de la vie. Donc on est vraiment en face d'un territoire complètement nouveau à explorer. Et je pense qu'il y a vraiment de très très grosses possibilités d'intéresser la population à ces frontières en fait, en ce moment. Et on peut prendre l'exemple de ce qui s'est passé pour le spatial, parce qu'il y a eu exactement le même type d'approche. Le plaisir de voir une pièce de théâtre à Paris qui était justement, en fait, Ifremer avait invité des artistes lors d'une mission d'exploration. Et donc on a pu voir justement comment la recherche pouvait collaborer avec le théâtre, la culture en général, l'art, peut-être l'éducation, autour comme ça d'événements de sensibilisation. Le fait que les fonds marins soient pratiquement inconnus aujourd'hui sur tous les grands fonds donne cette possibilité. Et donc l'intérêt de la population, je pense qu'avec les initiatives qui associent le monde de la culture notamment et de l'éducation, on a, je pense, un boulevard pour mettre à la portée de la population ces connaissances en devenir sur les grands fonds marins. Très bien. Merci à tous pour cette présentation.